Alors nos décodeurs de l'écho tout à l'heure, eh bien j'accueillerai quand elle arrivera Noël Lenoir, l'ancienne ministre des Affaires européennes. On a Benaouda Abdelrahim qui est avec nous, éditorialiste économique à BFM Business. Jacques Pansard, il est consultant en entreprise, ancien dirigeant de cabinet de conseil. Il est auteur de Désir d'Europe. Olivier Lecomte, professeur de finance à Centrale Paris. Tout à l'heure, le regard, eh bien d'autres pays européens, oui, qui ont consenti de très gros efforts. Le Portugal. On sera en direct de Lisbonne. Et puis à 20h tout à l'heure, notre décodeur, l'un des députés socialistes frondeurs, Alexis Bachelet, député du département des Hauts-de-Seine. Jacques Pansard, vous qui êtes consultant d'entreprise, auteur de Désir d'Europe, on y reviendra tout à l'heure dans un instant, vous nous expliquerez pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer des recettes d'un pays comme la Suisse, où vous vivez d'ailleurs depuis quelques années, donc voilà, est-ce que l'Europe pourrait pas s'en inspirer? Est-ce que parce que vous travaillez avec les entreprises, vous avez une vision extérieure quelque part de la France, hein. Est-ce que vous voyez du concret, sérieusement, dans le plan aujourd'hui annoncé par Michel Sapin et Christian Eckert? Je ferai déjà une première remarque, c'est que en 1992, les Français, comme d'autres pays européens, ont adopté le traité de Maastricht, qui prévoit un certain nombre de dispositions. Il y a un engagement à tenir. Il serait quand même temps que les pays acceptent de respecter les règles d'un jeu auquel elles se sont inscrites, abonnées il y a de cela quelques années, premièrement. Donc, ça c'est un premier point. Le second, c'est qu'il faut effectivement résorber ce déficit, mais le tabou des 3% est peut-être quelque chose de contestable. Ce qui est important, c'est de savoir comment on s'endette. Si on s'endette pour payer des dépenses de fonctionnement, c'est pas bon. Si on s'endette pour investir dans la perspective de création de valeur pour demain, c'est meilleur. Le ménage, lui, s'endette pour acheter une automobile, pour acheter un réfrigérateur. S'il s'endette pour payer son loyer ou faire son marché le samedi matin, il va dans le mur. C'est un peu la situation que je perçois de la France aujourd'hui. Alors à la question que je posais à Jacques Pansard, est-ce qu'il y a du concret? Oui. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus, par exemple, Benaouda Abdelrahim, sur le rôle de l'État aujourd'hui, là au moment où on se parle? Est-ce que ça a été bien clarifié? Il y a eu de la part de Christian Eckert lors de sa conférence de presse cet après-midi, le secrétaire d'État au budget, l'idée que en déclenchant les divers outils de modernisation de l'action publique, il y a moyen de mener des réformes structurelles qui peuvent rapporter gros pour le contribuable. Il a parlé notamment de la suppression de la clause de compétence générale. En gros, cette idée que chaque organisation territoriale, sa structure territoriale maintenant aura une compétence bien définie. Enfin exclusif, maintenant, voilà. C'est dans quelques années. Sur la rationalisation de la consommation de médicaments, sur la chirurgie ambulatoire, notamment, par exemple, la Cour des comptes estime qu'on peut aller jusqu'à 5 milliards d'euros d'économies en général. La chirurgie ambulatoire, juste on va repréciser, c'est la façon d'aller le matin à l'hôpital, de se faire soigner et de repartir donc le soir sans y dormir. Actuellement, ce sont 40% des actes versus 80-90% dans certains pays européens. Ben. Voilà, l'idée c'est de passer déjà à 50%. Voilà, en gros, un certain nombre d'éléments extrêmement concrets ont été présentés par le secrétaire d'État au budget. Juste un mot pour revenir sur ce tabou entre guillemets des 3%. Le tabou reste maintenu au sens où le ministre des Finances a dit on ne se soumet pas à ces 3% parce que ça représente quelque chose d'indépassable. C'est parce que c'est le seul moyen, en passant sous ce seuil, que la dette publique se stabilise et que ensuite on peut enclencher un mouvement de baisse de la dette publique, sachant que les projections dans le programme de stabilité donnent une dette publique à 91,9% en 2017 pour 95,6% en 2014. Oui. On en reparlera justement, les 3%, ils sont toujours là, la règle elle est là, de toute façon on peut en discuter en effet s'il faut y revenir ou pas, mais pour l'instant ils sont là, les traités européens sont là, Jacques Pansard, Olivier Lecomte. Bon, maintenant comment Bercy travaille dans ce cas-là, Olivier Lecomte? Parce qu'il y a un équilibre quand même à trouver.
il y a l'équilibre entre respecter donc sa promesse, être crédible vis-à-vis de l'Union européenne, et on en parlera tout à l'heure avec un Portugais, on en parlera avec Noël Lenoir, et puis en même temps, il y a l'opinion publique, bien entendu. Alors comment on fait? Il y a l'opinion publique, et puis il y a un troisième effet qui est l'effet récessif que peuvent avoir justement une diminution de dépenses ou des hausses d'impôts, comme on l'a vu, lorsqu'on va les appliquer. Prendre des mesures qui n'annihilent pas trop, qui n'obèrent pas trop la croissance. Non, il ne faut pas trop taper dans la croissance, mais cela dit, la réalité c'est que nous ne faisons que commencer aujourd'hui ce que nos voisins ont commencé il y a déjà 5-6 ans, et c'est pour ça que ça va être assez désagréable. Et on voit bien d'ailleurs que dans les chiffres qui ont été publiés aujourd'hui sur l'activité économique, ça décolle partout. L'élève qui traîne au fond de la classe, c'est bien la France. Bon, donc c'est vrai que c'est un réglage un peu compliqué entre s'engager dans une politique vraiment volontariste de réduction des dépenses et sachant qu'en même temps, elle peut avoir un effet récessif. La réalité, c'est qu'il va falloir accepter quand même qu'en effet, on souffre un peu d'un déficit de croissance et même d'ailleurs peut-être parfois d'une hausse du chômage, parce que si on voulait vraiment aller dans le dur, c'est-à-dire s'attaquer au nombre de fonctionnaires, s'attaquer à un certain nombre de missions de l'État ou des collectivités territoriales, il n'est pas exclu que ça provoquerait en fait dans un premier temps une hausse du chômage, avant de pouvoir dans un deuxième temps, comme ça s'est produit en Angleterre à la fin des années 70, au début des années 80, ensuite refluer parce qu'on aura justement libéré l'économie, on aura libéré de la croissance dans les entreprises privées, par l'innovation, etc. Bon, donc ça c'est une première réalité. Donc il faut aussi accepter que c'est très difficile pour le gouvernement d'annoncer que, en fait, les mesures qu'il prend vont avoir peut-être à court terme un effet contre-productif. Mais c'est en même temps une nécessité pour dégager de la croissance à l'avenir. Et c'est en cela que on peut comprendre que sa prévision 2016-2017 soit un peu optimiste, parce que effectivement, il fait le pari auquel on... Pourquoi il fait ça alors, le gouvernement ? Parce que c'est pour justement dire, vous voyez, ça va servir à quelque chose. Ouais. Et ça va servir à quelque chose. Simplement, ce dont on peut douter, comme le dit effectivement le Haut Conseil aux finances publiques, c'est que ça produise des effets aussi vite. Donc oui, nous sommes en mesure, à part une réduction des dépenses publiques intelligente, de créer de la croissance, de libérer de la croissance à l'avenir, à condition qu'on fasse pas des choses absurdes. Il y avait une caricature ce week-end lorsque les députés socialistes ont proposé justement leur contre-mesure. Contre-mesure à 35 milliards. Absolument, proposé par Karine Berger, en disant non, mais on va geler le crédit d'impôt recherche, quelque chose qui est quand même censé créer de la croissance, pour pouvoir faire augmenter l'indice, le point d'indice des fonctionnaires. Vous voyez, ça c'est la caricature. On sacrifie de la croissance future pour l'électorat à court terme. Bon, absolument rien à voir l'une avec l'autre. Si on reste quand même ferme sur ces principes, et j'espère que ce sera le cas du gouvernement, on peut espérer qu'on dégage de la croissance à l'avenir, mais simplement ça va prendre un petit peu de temps, parce que nous n'en sommes qu'au début, et hélas, on vient très longtemps après nos voisins. Jacques Pansard, consultant d'entreprise. Oui, avec le recul extérieur et sans être dans le tréfonds de la machine, je dirais que réduire le nombre de fonctionnaires est peut-être utile, mais me paraît dangereux. Aujourd'hui, nous avons, tout le monde le sait, de brillantes administrations, des fonctionnaires qui travaillent, certains travaillent peut-être un peu moins que d'autres, mais globalement nous avons des gens qui se donnent à leur mission, qui se confient à leur mission. J'ai travaillé dans pas mal d'établissements publics et je peux l'affirmer. En revanche, le fait de réduire ces effectifs conduira inexorablement à du chômage supplémentaire et conduira davantage au déséquilibre des systèmes de protection sociale. Donc pour moi, la réduction du nombre de fonctionnaires n'est pas forcément... Pas d'accord, Olivier Lecomte. Je vais vous calmer. 37 000 communes contre 11 000 en Allemagne, 2560 établissements publics de coopération intercommunale, 10 000 syndicats de communes, 101 départements, 26 régions. On peut diviser pas ça par 4, on peut réduire de 300 à 400 000 le nombre de fonctionnaires à la collectivité territoriale. Je vous assure que ça ira beaucoup mieux. Parce que l'argent va être réemployé. Parce que c'est ça l'essentiel, c'est d'utiliser l'argent qui va être dégagé pour produire de la croissance à l'avenir. Et cet argent, il faut l'investir dans l'enseignement supérieur, dans la recherche, dans l'éducation qui est quand même dans un état épouvantable. Ça va créer la croissance. On est d'accord, Olivier. Seulement, personnellement, je vois d'autres directions en matière d'économie. D'abord, premièrement, réduire le train de vie de l'État. Ça me paraît indispensable. C'est peanuts, mais peut-être. Mais réduire le train de vie de l'État, on leur donne des 400... vous savez aussi bien que moi ce que peuvent toucher les uns les autres. Deuxièmement, réduire
rééquilibrer les systèmes de protection sociale en modifiant les prestations, en baissant les prestations, de façon à essayer de réduire les déséquilibres qu'il y a dans ces systèmes de protection sociale. C'est déjà le cas en partie. Benaouda Abdeldaïm, et puis on se retrouve dans un instant, bien sûr, avec les décodeurs de l'écho. Une anecdote qui en dit quand même extrêmement long sur les perspectives de modernisation de l'action publique et de la gestion de la fonction publique. C'est lors de la passation de pouvoir entre Pierre Moscovici et Michel Sapin, où Pierre Moscovici, peut-être dans un élan de sincérité en partant, a dit je voudrais remercier mes collaborateurs, l'ensemble des fonctionnaires du ministère des Finances, dont je ne connais pas exactement le nombre. Lui-même a reconnu qu'il ne savait pas combien d'agents travaillaient au ministère des Finances. Donc déjà, si sur ce point-là, il y avait déjà une évolution favorable, peut-être que ça pourrait faciliter une modernisation de l'action publique effective. Bon, en tout cas, les chiffres de l'INSEE, on y reviendra. Au 31 décembre 2012, 5 500 000 personnes travaillent dans la fonction publique en France, un chiffre de 0,3% sur un an.